Andrela, 27 ans, défigurée à l'acide par des inconnus alors qu'elle sortait de chez elle. Je passais dans un chantier et des hommes m'ont fait des avances. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont brûlé le visage. Ils m'ont lancé un seau d'acide. En Colombie, une femme par semaine en moyenne est victime d'attaques de ce genre. Aux lésions physiques s'ajoutent les répercussions psychologiques pour la victime et ses proches, ainsi que la stigmatisation sociale. Avant, je travaillais dans une entreprise de marketing. J'avais un bon emploi. Maintenant, après cet accident, je me retrouve à vendre des bonbons dans les bus. Les raisons de telles attaques sont multiples. Vengeance pour le rejet d'une proposition de mariage, conflits fonciers, questions d'honneur, jalousie excessive. Ces violences frappent des femmes qui le plus souvent n'ont pas les moyens de payer une opération de chirurgie reconstructive. En augmentation ces dernières années, elles ne sont pas forcément liées à une culture machiste. Très souvent, l'ordre de commettre un tel acte ne vient pas d'un homme, mais d'une femme. Et il est lié à des phénomènes passionnels tels que la jalousie, la rivalité pour l'être aimé, à des situations de ce genre. Ils sont arrivés à la porte de ma maison, ils m'ont demandé qu'est-ce qui t'a fait si belle et ils m'ont jeté l'acide. Depuis cette agression il y a 15 ans, Gina lutte pour une meilleure prise en compte des victimes. Dans la plupart des cas, ces violences restent impunies et les auteurs, lorsqu'ils sont identifiés, encourent une peine maximum de 4 ans de prison. Dans le code pénal, c'est considéré comme une simple lésion. Mais ce n'est pas une lésion, parce que c'est quelque chose qui te laisse des marques à vie, qui te fait subir des traitements chirurgicaux pendant des années. Pour limiter de tels actes de barbarie, des parlementaires ont présenté le mois dernier un projet de loi qui durcit les peines encourues par leurs auteurs et prévoit une prise en charge par l'État des frais de chirurgie reconstructive. L'actualité des grandes régions est marquée par la libération hier du journaliste français Roméo Langlois. Sa capture par les forces armées révolutionnaires de Colombie a remis sur le devant de la scène cette guérilla, la plus vieille d'Amérique latine. Financée par le trafic de drogue, les FARC sont très actifs sur le territoire. Une des régions les plus touchées est aujourd'hui le nord du département du Cauca, où les Indiens Nassa sont pris en tenaille entre la guérilla et les militaires. François Bader, Julien Linéros. Au sud-ouest de la Colombie, entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique, le territoire des Indiens Nassa n'a pas souvent connu la paix. Avant, rappelle Felipe, l'ancien chef traditionnel, ces terres appartenaient à de grands propriétaires qui massacraient les Indiens lorsqu'ils se révoltaient. Ce ne sont plus directement les terratenientes qui nous attaquent. Maintenant, ce sont d'autres forces. Il y a deux forces qui nous attaquent, aussi bien la guérilla que l'armée. Un drapeau blanc flotte sur les cols du petit village de Credo, car ici opère le front 6 des FARC, le plus actif, avec 187 attaques en 2 ans, mais aussi les Rastrojos, une bande criminelle. Les populations civiles sont sans cesse prises en étau entre l'armée et la guérilla. Abel montre les impacts de balles sur le mur de sa maison et un portrait de sa petite Marie, tuée d'un éclat en plein cœur. Il dénonce la stratégie des FARC et de l'armée, consistant à se servir des civils comme boucliers. Ceux qui ont tué ma fille, ce sont les guérilleros. Pour moi, c'est clair. Mais l'armée aussi est coupable, parce que quel que soit le belligérant, il cherche toujours à se protéger parmi la population civile. Si les différents groupes armés s'affrontent pour le contrôle de ce territoire, c'est qu'ils regorgent de richesses, de l'or et de la coca qui sert à fabriquer de la cocaïne, mais que les Indiens Nassa utilisent aussi pour leurs cérémonies. Les autorités traditionnelles ont formé une assemblée permanente pour exiger le retrait du territoire de tous les acteurs du conflit. Aussi bien la guérilla que les militaires et les différents groupes armés, que vous les appeliez de gauche ou de droite, nous exigeons qu'ils nous respectent à l'intérieur de notre territoire. Armés symboliquement de bâtons, les Nassa ont créé une garde indigène chargée de défendre leur territoire par des moyens pacifiques. Et on termine ce dernier journal de la saison avec l'actualité dans les grandes régions d'outre-mer. Direction ce soir la Colombie où chaque année, plus de 500 personnes sont victimes des mines antipersonnelles. Plus de la moitié sont handicapées à vie, mais grâce au major Calier, réparateur et concepteur de chaises roulantes, eh bien, il retrouve un peu d'espoir. Julian Linéros, François Bader.
Pour le major Callier, le handicap, ça n'existe pas. Victime en 1999 d'une mine antipersonnelle, il est officiellement à la retraite, mais il occupe une place à part au bataillon sanitaire de l'armée colombienne à Bogota. Ici, tout le monde le connaît car c'est lui qui fabrique les chaises roulantes des militaires blessés au combat. La Colombie fait partie des pays les plus touchés par les mines antipersonnelles. Utilisées par les guerrilleros des FARC et de l'ELN, elles font des dégâts irréparables pour leurs victimes. C'est un engin qui détruit la vie de beaucoup de personnes, de façon traître de la part de la guérilla. Un soldat passe par un chemin, il reçoit un impact et il ne sait même pas d'où ça vient et où ça va. Dans son atelier, le major Callier fabrique des chaises roulantes avec une technologie 100% colombienne. Ces appareils sont sur mesure, adaptés à chaque handicap et sont vendus à un prix inférieur de moitié à celui du marché. Dans ce bataillon où la plupart des nouveaux arrivants sont des victimes de mines antipersonnelles, chacun peut venir faire réparer gratuitement sa chaise roulante. Le but du major Callier n'est pas de faire de l'argent, mais de redonner l'espoir aux soldats blessés. Grâce à Dieu, nous avons le major Callier. C'est l'homme des chaises roulantes. Si elles n'existent pas, il les invente. Pour sa petite amie, hémiplégique à la suite d'un accident de voiture, il est l'exemple même de celui qui a surmonté son handicap. C'est quelque chose de très beau parce que c'est un exemple de vie pour d'autres personnes invalides. Il y a quelques années, le major Callier a parcouru l'Amérique latine en chaise roulante. Pour lui, les seules limites ne sont pas celles du corps, mais celles de l'esprit. L'actualité des grandes régions nous amène en Amazonie, à la frontière entre le Brésil et la Colombie. Des centaines de migrants haïtiens y sont restés bloqués durant des mois en attendant un permis de travail. Ils ont fui la misère dans leur pays et espèrent trouver au Brésil une vie meilleure. Le pays est en pleine croissance économique et attire de plus en plus de migrants. François Bader, Julien Lineros. Le fleuve Amazone, c'est de là qu'ils sont venus et par là qu'ils repartent. Destination Manaus, peut-être la fin du voyage pour ces migrants haïtiens. Ceux qui montent à bord de ce transamazonien sont restés coincés des mois à Tabatinga, une petite ville à la frontière brésilienne. Les premiers sont arrivés quelques temps après le tremblement de terre de Port-au-Prince. Au début, le Brésil leur accordait le statut de réfugiés, puis devant l'afflux d'Haïtiens, il a décidé, comme beaucoup de gouvernements, de durcir les conditions d'entrée. La plupart de ces migrants sont arrivés à Tabatinga après une longue odyssée qui leur a coûté plus de 2500 $. Beaucoup d'entre nous sont arrivés par la République dominicaine et de la République dominicaine à Panama et de Panama à Pérou et de Pérou à Iquitos et de Iquitos qui est une province de Pérou jusqu'à Tabatinga. Au total, quelques 4000 Haïtiens sont passés par Tabatinga. Dans cette région, l'une des plus pauvres du Brésil, il n'y avait pas de travail, les conditions de vie étaient précaires. Sœur Patricia a été une vraie mère pour eux. En l'absence d'organisation humanitaire et de soutien gouvernemental, elle a organisé des tombolas ou des parties de football pour récolter des fonds et leur venir en aide. Nous les avons accueillis pour leur donner à manger. Nous les avons aidés dans leur démarche auprès de la police fédérale pour leurs problèmes de santé. Nous avons reçu beaucoup de femmes enceintes. Le gouvernement brésilien a fini par accorder un permis de travail aux Haïtiens bloqués à Tabatinga. Maintenant, ils peuvent se rendre à Manaus ou ailleurs, où ils espèrent trouver un emploi, peut-être dans la construction de stades de football pour le mondial. Depuis le mois de janvier, le Brésil a décidé d'accorder 100 visas par mois depuis son ambassade à Port-au-Prince, mais en même temps de fermer sa frontière amazonienne aux migrants haïtiens. Les derniers ont quitté récemment Tabatinga dans l'espoir d'une vie meilleure. Dans l'actualité des grandes régions, direction la Colombie, les Wayuu, principale ethnie indigène du pays, sont entre 200 et 250 000. Ils vivent dans la péninsule de la Guajira, au nord du pays. Peu présente dans cette région, la police nationale a décidé d'occuper le terrain en recrutant des indigènes. François Bader, Julien Lineros. La Colombie compte une soixantaine d'ethnies indiennes qui, selon la Constitution, bénéficient de droits territoriaux et d'une autonomie culturelle. Depuis l'année dernière, le pays s'est lancé dans une expérience pilote, former des policiers indigènes destinés à être déployés au sein de leur communauté.
Le premier centre de formation se situe à Uribia, près de la côte Caraïbe, et concerne l'ethnie Wayuu. Il en est à sa deuxième promotion de 100 policiers, 80 hommes et 20 femmes. La formation dure 1 an, au cours desquels les jeunes recrues reçoivent l'enseignement de base de tout policier. Nous avons différentes matières, aussi bien policières que juridiques, dans des domaines qu'ils rencontreront au cours de leur vie professionnelle. Nous avons des matières comme la pratique du tir, le droit du policier et le droit pénal. L'objectif principal est de créer un lien de confiance entre la police nationale et l'ethnie Wayuu, qui dans de nombreux domaines est régie par le droit coutumier. Les conflits entre clans, par exemple, sont réglés par des juges traditionnels. La police n'intervient qu'en cas de délit majeur ou d'homicide. Jacqueline est entrée au début de l'année au centre de formation d'Uribia. Habituée comme la plupart des Wayuu à dormir dans des hamacs, le plus dur pour elle a été de dormir dans un lit. Mais elle est heureuse de servir son pays sans perdre son identité. Ils ont exigé de nous tous que nous soyons Wayuu, que nous parlions parfaitement le Wayuu-Naiki, notre langage, et que nous soyons disposés à faire ce qu'ils nous demandent de faire. Avantage non négligeable pour les policières Wayuu, elles portent un uniforme digne des plus grands couturiers. Un mot de sport avec la présentation